Troisième semaine et dernière partie de l'intervention de Michel Sejean. Dans cette partie, il va nous parler de la cyberdéfense et notamment de l'agence de l'ANSSI. On y découvrira les différentes catégories d'entreprises parce que les droits ne sont pas les mêmes selon le type et la catégorie de l'entreprise. Et on terminera par un cas pratique justement de l'ANSSI. C'est parti. Le dernier volet de cette semaine, c'est le droit de la cyberdéfense nationale. On ne peut pas étudier tout le droit de la cyberdéfense nationale, de même qu'on n'a pas étudié tout le droit de la lutte contre la cybercriminalité, ni tout le droit de la sécurité des systèmes d'information. Sans doute, celui de la cyberdéfense nationale est celui qui a le spectre le plus large. Il a un spectre extrêmement large parce que, juridiquement, il touche à la fois des réglementations très dures, au sens où elles sont très obligatoires, très impératives, et des efforts juridiques qui sont plus de l'ordre de la diplomatie ou de la déclaration de coopération, ayant quand même des impacts sur le comportement juridique des uns et des autres. Donc la cyberdéfense nationale, c'est un panorama qui est assez difficile à dresser. D'un côté, c'est le premier extrême du spectre. On a dans le droit de la cyberdéfense nationale les réglementations nationales de cybersécurité. Et là-dessus, il y a quelques notions qui sont importantes à connaître, comme celle d'opérateurs d'importance vitale, les OIV. Les opérateurs d'importance vitale sont des organisations, des entités, ça peut plus souvent des entreprises, et elles peuvent être publiques ou privées, elles peuvent être de très petite taille ou de très grande taille. On n'en a pas une liste, la liste est classée, enfin elle est tenue secrète en réalité, parce que si une entreprise avoue qu'elle est un opérateur d'importance vitale, c'est-à-dire que son interruption pourrait mettre en danger les intérêts vitaux de la nation, mettre en danger la santé des populations ou la sécurité des populations. Bien évidemment, si on avoue ou on proclame qu'on est une OIV, autant mettre une cible sur son logo pour faire l'objet des cyberattaques en permanence. Bien sûr, il y a certaines entités qu'on imagine bien être des OIV, comme celles qui peuvent gérer l'énergie, l'approvisionnement en énergie de tout le pays, ou l'approvisionnement en eau, ou bien la capacité à avoir une fluidité dans les transports, etc. Mais officiellement, la liste, en tout cas, ne doit pas être révélée. Deuxième et troisième catégorie sont les opérateurs de services essentiels et les fournisseurs de services numériques. Pour les opérateurs de services essentiels, ce sont des opérateurs qui fournissent un service dont l'interruption aurait un impact significatif sur l'économie ou la marche de la société. Et ces opérateurs de services essentiels sont un degré en dessous en termes de nécessité de protection. Évidemment, il est impératif de les protéger, et il est impératif que ces opérateurs se protègent, donc mettent en place des systèmes pour se protéger, mais c'est le degré en dessous de l'importance vitale. Ces opérateurs, ainsi que les fournisseurs de services numériques, sont une création récente du droit européen de 2016, une directive sur la sécurité des systèmes et des réseaux d'information, qu'on appelle directive SRI ou NIS. Et cette réglementation aussi est très pointilleuse, comme pour les OIV, très détaillée, mais elle est absolument essentielle pour protéger l'ensemble de la société contre les cyberattaques ou pour minimiser les conséquences d'une cyberattaque. Autre élément de la réglementation nationale de cybersécurité, on a un grand nombre d'instructions ministérielles qui sont très détaillées, très nombreuses. On a des décrets d'application en tous sens qu'on ne peut pas lire de manière distraite. Il faut être très concentré et très expert pour les connaître et pour les lire, les comprendre. Et donc voilà l'extrémité première du spectre du droit de la cyberdéfense nationale, c'est la partie dure en quelque sorte. À l'autre extrémité du spectre, on a un ensemble de textes qui ne sont pas des textes contraignants nécessairement en tant que tels, mais qui ont un impact sur le comportement juridique de l'État français ou des entreprises françaises. On pense par exemple à des documents stratégiques comme les livres blancs. Les livres blancs sont des documents de référence qui annoncent comment une politique va être menée sur un certain sujet. Des livres blancs en 2008 et en 2013 sur la sécurité et la défense nationale, qui évoquent la cyberdéfense. On a surtout un document très important qui est la revue stratégique de cyberdéfense de 2018, document dont la rédaction et le caractère complet, mesuré et pertinent ont été plusieurs fois reconnus et
et acclamé d'une certaine manière parce que c'est un document d'une excellente qualité. Et puis, on a après d'autres instruments, comme l'appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace, qui a été lancé en 2018 à l'initiative du président Macron, qui ici est une déclaration de haut niveau. Ça veut dire que ce n'est pas un traité international contraignant, mais c'est une sorte de charte de haut niveau dans laquelle les signataires ou les personnes qui adhèrent s'engagent à adopter un certain comportement qui va réduire les hostilités systématiques sur le cyberespace et donc améliorer la cyberdéfense nationale. On peut aussi citer un document très remarqué qui est la doctrine sur le droit international appliqué aux opérations dans le cyberespace, doctrine qui a été portée par la ministre des Armées, Florence Parly, et qui a été également très remarquée comme étant un vrai document porteur d'un comportement juridique de la France en matière de droit international du cyberespace, dans son comportement, dans les droits et les obligations qu'elle accepte de reconnaître et de respecter. Dans notre cas, on va se concentrer sur un seul cas d'usage, c'est la cybersécurité d'un OIV, puisque l'OIV, c'est vraiment la notion à retenir de ce module. Pour comprendre ce que c'est qu'un OIV, il faut comprendre IV, parce qu'il va apparaître beaucoup dans SAIV, dans SIIV, tout à l'heure on le verra. IV, c'est importance vitale, c'est-à-dire ce sans quoi la nation est en grave danger. Il y a 12 secteurs d'activité d'importance vitale en France, on les appelle les SAIV. Bien sûr, on peut penser à l'alimentation, l'énergie, l'espace, les transports. Les 12 secteurs sont rendus publics dans un texte, dans un arrêté qu'on peut librement consulter sur Internet. Et en face de chacun de ces secteurs, il y a un ministre coordonnateur qui vient assurer le fait que ce secteur d'activité d'importance vitale va être préservé. Alors imaginons dans notre cas que le ministre coordonnateur du secteur d'activité d'importance vitale de l'énergie attribue à la société ABC le statut d'opérateur d'importance vitale, OIV, en estimant que l'activité de ABC est indispensable à la vie de la nation. Quelles sont les recommandations que l'on peut donner à la société ABC ? Pour simplifier, on pourrait dire d'abord de se mettre en contact avec l'ANSSI. C'est l'ANSSI qui va gérer une grande partie de l'accompagnement de la société vers la mise en conformité juridique et technique qui est liée à son statut d'OIV. Mais profitons-en, nous, pour détailler quelques recommandations élémentaires, pas toutes, mais quelques-unes. La première recommandation qu'on pourrait faire, c'est celle qui consiste à déclarer à l'ANSSI ces systèmes d'information d'importance vitale, les SIIV, et de les déclarer après avoir mené une étude d'impact pour pouvoir les identifier, et puis les déclarer en utilisant un formulaire qui est un formulaire classé confidentiel défense, parce qu'évidemment on révèle l'identité, et, la localisation et la nature de ces systèmes d'information d'importance vitale, et il n'est pas question qu'en remplissant le formulaire, tout le monde en ait connaissance. Donc ils sont classés confidentiels défense. Donc déclarer ces SIIV après les avoir identifiés à l'ANSSI. Première recommandation. Deuxième recommandation. Quand on est un OIV, on a une liste de 20 catégories de règles de sécurité qui s'appliquent à nous. Alors j'ai cette liste dans un recueil qui est sous mes yeux ici et dont je tourne la page. Je ne vais pas lire la liste des 20 catégories de règles, mais je vais vous en donner quelques-unes pour que vous puissiez vous les représenter. Ce sont des termes très techniques et de techniques informatiques. Quand on est un OIV, on doit appliquer des règles de sécurité comme, par exemple, la journalisation, c'est-à-dire le fait de garder une trace de tout ce qui se passe en informatique dans ces systèmes, comme la détection, comme l'identification, comme les droits d'accès, comme les comptes d'administration, le cloisonnement, le filtrage, l'accès à distance, etc., etc. 20 catégories de règles. Eh bien, ce qu'il est conseillé de faire quand on est un OIV, c'est d'identifier et de mettre en œuvre pour chaque catégorie les règles spéciales de sécurité qui s'appliquent. On doit pouvoir montrer qu'on est en conformité avec ces 20 catégories de règles, le cas échéant dans son système, si jamais les 20 catégories s'appliquent. Et on doit pouvoir le justifier. Troisième élément, c'est la déclaration et le contrôle des prestataires de services qualifiés. Les prestataires de services qualifiés sont des prestataires d'un très haut niveau de compétences et qui font l'objet d'un agrément particulier. Il faut en fait identifier les cas dans lesquels l'OIV doit avoir recours
à des prestataires de services qualifiés en matière de sécurité et de système d'information, et puis il faut réaliser des contrôles qui sont imposés. Donc, ce qu'on demande à l'OIV, c'est d'être dans une relation non pas seulement de prudence, mais de véritable contrôle. Il faut de la transparence, c'est la déclaration, il faut du contrôle, parce qu'on doit avoir une logique de grande responsabilisation. Quand on est un OIV, tout le monde doit être responsable en matière de cybersécurité, mais encore plus les OIV, et c'est pour ça que les règles sont contraignantes. La dernière série de règles, c'est la gestion des prestataires. La liste n'est pas exhaustive, mais ce serait la 4e recommandation élémentaire. Il s'agit ici d'obliger les prestataires à respecter les règles spéciales de sécurité qui sont applicables aux OIV, les 20 catégories de règles qu'on a évoquées tout à l'heure. Si jamais j'ai un prestataire qui vient m'installer un logiciel dans mon système d'information, il est évident que ce prestataire, même s'il n'est pas qualifié de OIV, doit respecter les règles qui s'appliquent aux OIV. Surtout si ce prestataire va venir installer un matériel informatique ou un logiciel informatique sur un système d'information d'importance vitale. Il a beau ne pas être qualifié d'OIV, il faut qu'il respecte les règles qui s'appliquent aux OIV, et c'est le rôle de l'OIV de gérer cette relation de prestataire. Sinon quoi? Eh bien, ce n'est pas seulement l'entreprise qui peut être sanctionnée, ce sont les dirigeants. 150 000 € d'amende pour les dirigeants de l'OIV et le quintuple pour l'entreprise elle-même. On voit ici qu'il y a quelque chose de très incitatif, sinon dissuasif. Pour conclure, ce droit des OIV est un droit qui a servi de modèle pour l'Union européenne lorsqu'a été mise en place en 2016, la directive Nice dont j'ai parlé tout à l'heure, puisque c'est à partir du système des OIV qui fonctionne bien que l'Union européenne s'est dit il faut la même chose pour les opérateurs de services essentiels et pour les fournisseurs de services numériques. Ce ne sont pas les mêmes degrés de contrainte, mais c'est un degré de contrainte important. Et il est intéressant de voir que la législation française sur ce point a servi de modèle à l'Union européenne. Il est encore plus intéressant, et c'est le deuxième point, de se rendre compte que dans un domaine aussi éminemment national que la cyberdéfense nationale, on est en train d'avoir quelque chose qui est un modèle d'harmonisation européenne, puisque la catégorie des OSE et des FSN, fournisseurs de services numériques, opérateurs de services essentiels, est une catégorie qui est commune à l'ensemble des pays de l'Union européenne depuis la directive Nice de 2016. Et donc, alors qu'on a un système de cyberdéfense nationale, on commence à avoir des possibilités, non pas d'unification, mais au moins d'harmonisation à l'échelle européenne. Et ça, c'est assez inattendu et en tout cas tout à fait remarquable. Reste à conclure cette semaine passée ensemble. Évidemment, en 1 heure et quelques, on n'a pas le temps de traiter tout le droit de la cybersécurité. C'est impossible. Mais on a traité ensemble un certain nombre de domaines qui préfigurent ce que c'est que ce domaine beaucoup plus vaste qui est le droit de la cybersécurité. C'est un droit qui est extrêmement complexe, extrêmement lourd dans ses formulations, dans les liasses documentaires qu'il implique, dans les mesures techniques qu'il implique. Mais cette complexité et cette lourdeur ne doivent pas être vues comme un handicap ou comme un défaut. Parce qu'en réalité, et c'est peut-être le 3e point sur lequel on pourrait conclure, c'est que peu importe que ce droit soit volumineux, exigeant sur le plan de la production documentaire et de l'adaptation des comportements techniques, peu importe, parce que le vrai critère, c'est que si les citoyens ne s'aperçoivent pas que ce droit est en train d'être mis en place, s'ils ne s'aperçoivent pas de l'intensité et de la richesse des relations entre l'État et les entreprises pour pouvoir garantir la cybersécurité, le contrôle énorme qu'exerce l'ANSSI, qui est extrêmement sollicité pour assurer la cybersécurité de notre pays et de nos entreprises, tant qu'on ne s'en aperçoit pas, ça veut dire que ça marche. Il est aussi lourd dans sa mise en place qu'il est léger et invisible parce qu'il est efficace. Et ça, c'est un critère de réussite qu'il faudra garder à l'esprit pour pouvoir jauger les évolutions futures de ce droit passionnant, en pleine construction et qui promet encore de belles perspectives. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette semaine.